Salut Marie-Hélène! Allô, Catherine! Comment ça va aujourd'hui? On fait notre check-in. Je pense que je suis d'humeur, ricaneuse et je me sens énergisée. Wouhou! Et toi? Moi aussi, puis ça tombe bien parce qu'on parle d'un sujet que je trouve au final sérieux, mais je pense qu'on a réussi à s'amuser avec, fait qu'on dirait que c'est le mood dans lequel je suis. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Comme je l'ai mentionné, l'épisode d'aujourd'hui a un thème un peu lourd, c'est-à-dire là, on l'a composé comme ça. On va parler aujourd'hui de la panique morale autour de la sauvegarde de la langue française. Donc, sauvez-vous pas tout de suite. Ça a l'air un peu lourd comme ça, mais on s'est rendu compte en préparant cet épisode-là, c'est que au-delà de notre amour, Marie-Hélène et moi, pour la culture pop et les feelings, on aime vraiment aussi énormément débunker les paniques morales, ces espèces d'histoires qui partent en peur sur pas grand-chose. Fait qu'on voulait parler de, ben justement, de la langue française, puis de pourquoi on pense que ça va assez bien pour la langue française, je pense. Ben, l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer en eau profonde. On va parler plus de la préservation du français, heu, puis comment ça passe pas nécessairement par la qualité de la langue française. En pataugeoire, on va parler, au contraire, d'une langue qui est vivante puis qui évolue. Et la dernière partie, on va faire un combat, ultime combat, qu'est-ce qu'on préfère entre les films en version originale et les versions françaises? Ça va être bon. Puis avant qu'on plonge dans notre discussion, dans le vif de notre discussion, j'ai flashé sur de quoi en réécoutant notre dernier épisode sur le bilinguisme. Puis t'es revenue, Catherine, sur ton parcours académique, puis du fait que d'abord, tu t'étais dirigée vers une carrière comme d'enseignante du français, puis que finalement, en cours de parcours, t'as comme bifurqué vers le féminisme. Puis je me suis rappelé que dans notre épisode sur le country, t'avais mentionné que tu filais vraiment pas durant ton bac à l'UQO, que tu sentais que tu fitais pas avec les gens dans ton programme. Et je me demandais si par hasard les deux choses étaient liées, dans le sens que est-ce que t'as vécu des choses avec les gens dans ton bac qui t'ont comme turn off de l'étude et de l'enseignement du français? Puis si tu étais d'accord pour nous en parler un petit peu. Ben, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus compliqué que ça, je dirais. Mais si je résume, vraiment rapidement, c'est que, la plupart des bacs en enseignement au secondaire, comme on est, spécialiste d'une matière, on va avoir des cours en tronc commun puis des cours, dans nos spécialités. Puis, étonnamment, ben, je dis étonnamment parce que des fois, c'est un peu drôle, mais je m'entendais super bien avec ma gang, d'enseignement du français. On était une équipe assez, tissée serrée. On se voyait beaucoup comme, tu sais, on faisait beaucoup d'activités, à l'extérieur. C'était vraiment ma gang d'amis à l'université. Mais je clashais vraiment plus avec les futurs enseignants en général, que je croisais dans ma cohorte. Des gens qui avaient une vision très fonctionnaire, disons, de l'enseignement, de dire comme ça va être ma job, je fais ce qui m'est demandé, je remets pas les systèmes en question. Moi, je remettais beaucoup de choses en question, puis c'est ça qui faisait que je clashais vraiment beaucoup. Hmm. Quand il y avait des choses que je trouvais qui faisaient pas de bon sens, soit dans les programmes scolaires, soit dans la manière que ça nous était présenté à l'université, ben j'hésitais pas à le dire, puis à confronter, puis à dire comme ben Mhm. ceci n'est pas logique. Puis je me faisais souvent dire Catherine ferme ta gueule, c'est de même puis c'est ça. Mais je pense que dans le milieu du travail, c'était ça aussi, fait que c'est un peu pour ça que je me suis éloignée de l'enseignement. Puis le français, c'est une langue très axée sur les règles, justement. Oui. Puis est-ce que tu as été exposé comme à une trop grande rigueur, à un excès de rigueur en termes de la bonne langue française aussi qui t'a comme turn off? Ben oui, c'est vraiment ça. Moi, je suis rentrée en enseignement du français parce que j'aimais l'idée d'amener des jeunes à communiquer. Puis, ben, je me suis bien vite rendu compte que l'enseignement du français, c'est beaucoup axé sur, la grammaire, les règles, la correction du français.
je trouvais toujours personnellement que j'étais genre la moins bonne en français de ma cohorte. Tu sais, puis je dis ça, j'avais 90% dans mes cours, mais comme je me considérais comme la moins bonne en français, que je faisais encore des fautes. C'est ça, je trouvais que je parlais mal, comme c'était vraiment stressant. Puis tes profs, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tes profs de français, je me suis vraiment fait apprendre que, tu sais, comme prof de français, t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être comme parfaite. Ça fuck ton cerveau un peu de comme partir à la chasse aux erreurs d'anglicisme, des impropriétés, des erreurs de syntaxe. C'est weird. Ben, merci de nous avoir partagé ça. Fait qu'on est-tu prête pour se pitcher Oui. dans les eaux profondes? Oui. Donc, la panique morale qu'on veut explorer aujourd'hui est celle autour de la préservation du français au Québec. Moi, quand je pense à la préservation du français au Québec, je pense à l'organisme Impératif français et à son fondateur, je crois, ou directeur Jean-Paul Perrault. Donc, je veux d'abord savoir, comme c'est un fruit de l'Outaouais, Impératif français, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu connais Impératif français, Marie-Hélène? Ben, le nom me dit de quoi, mais à part ça, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils font dans la vie, là. Ben, c'est parce que je me suis rendu compte qu'ils font des publicités à la télé sur la préservation du français. Puis je pensais vraiment que c'était un truc juste régional jusqu'à temps que je déménage à Québec puis que je vois leur publicité des fois à la télé. Donc, je me suis dit, ben, apparemment qu'ils sont pas juste... ils vont au-delà des frontières de la région 07. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que moi, je les connais parce que, entre autres, ils organisent la plus grosse fête de la Saint-Jean en Outaouais, qui se déroule sur 4 jours, donc c'est quand même assez Shit. intense. Et on avait droit à des discours patriotiques de Jean-Paul Perrault à chaque année. Jean-Paul Perrault qui a un peu l'air d'un Père Noël. Mais on dirait que si je veux résumer comme en parodiant vraiment beaucoup c'est quoi le message d'Impératif français, là, leur ligne de parti, c'est un peu comme « les Anglais vont manger vos enfants ». Dans le sens, bon, on s'entend, c'est pas ça qu'ils disent, mais comme le français est en péril, ça va mal, on va tous mourir, selon Impératif français. Puis, à cause de l'épisode qu'on a fait la dernière fois sur, j'ai envie de dire, notre intérêt, notre amour pour la langue anglaise, j'avais envie d'aborder le fait que comme on aurait très bien pu faire un podcast en anglais, toi et Ben, on moi. aurait un plus gros reach déjà. Ben c'est ça, on aurait des avantages à faire notre podcast en anglais. Absolument. On pourrait, il y aurait des avantages en termes d'auditoire rejoint et potentiellement des avantages financiers parce que si tu rejoins un bassin plus grand de personnes, ben plus de gens qui peuvent devenir un flotteur du podcast. Quelle belle plug, Marie-Hélène. Mais c'est ça, je me demandais comme pourquoi on a choisi de faire ça en français, ce podcast-là? Ben parce que c'est notre langue, puis c'est dans cette langue-là qu'on connecte, toi puis moi, puis on a des références culturelles au Québec. Je veux dire, on va pas faire un épisode sur les bye-bye en anglais, ça va être awkward as fuck, mais comme, tu sais, ça sort en français quand on se parle, toi puis moi, puis on va pas se battre contre ça. Tu sais, ça serait juste tellement plus de gymnastique mentale de décider de partir un projet en anglais, toi et moi. Je dis pas qu'un jour, je ferai pas de podcast en anglais, mais dans le cadre de ce dont on avait envie de parler ensemble, ça se prêtait juste pas. Ben, c'est ça, puis je pense qu'on avait aussi une volonté de parler de certaines choses, oui, de culture populaire américaine ou de, tu sais, de théories qu'on a lues en anglais, mais on a envie d'en parler en français, on a envie d'ajouter à la conversation en français. On écoute énormément de podcasts en anglais, mais on a le goût de participer à j'allais dire la blogosphère, mais la baladosphère québécoise. Tu sais, j'ai envie d'ajouter, comme je trouve qu'il n'y a pas assez de podcasts au Québec, puis j'aimerais ça qu'il y en ait plus, puis tu sais, qu'il y ait des podcasts intéressants, puis tout ça. Fait que c'est ça, je pense que ça fait partie d'un choix. Ben, c'est un choix qu'on a fait qui nous ressemble pour que ça soit collé à nous. Mais pourtant, si on lit dans les journaux, on entendrait que les jeunes qui s'intéressent à la culture américaine, ils voudraient juste faire des podcasts en anglais, tu sais. Alors que, tu sais, je pense qu'on est l'exemple que
c'est important pour nous de créer du contenu en français aussi, là. Mhm. Fait qu'on a fait le choix de faire un podcast en français. Oui, puis ça, c'est un choix... Est-ce un choix créatif? Oui, à quelque part. Tu sais, c'est parce que... Oui, on a fait un choix, mais en même temps, c'est comme on n'a pas discuté, là, on s'est pas assis, puis on s'est dit on fait un podcast en français. C'est comme ça allait de soi. Puis je veux revenir sur une idée que j'ai nommée dans l'épisode précédent, quand je parlais de mon processus d'écriture, puis que des fois ça sortait en anglais, puis que j'essaye de respecter ça, mais je trouve que c'est un peu dans la même lignée, dans le sens où j'y vais comme ça sort. Puis si un jour je me mets à maîtriser l'italien, ça se peut que j'ai envie d'écrire en italien, puis ça fait pas de moi une mauvaise personne. Puis une auteure, une poète, qui m'a vraiment aidée à me décomplexer par rapport à ça, c'est Nicole Brossard. Je résonne vraiment beaucoup avec sa poésie, puis elle écrit à la fois en anglais. En fait, elle écrit des poèmes en anglais, d'autres en français et d'autres qui marient les deux. Puis j'ai comme le goût de, pour nous mettre en bouche, là, de lire un extrait de sa poésie. C'est tiré d'un chapbook. Ça, je sais pas comment ça se traduit. Mais c'est la maison Vallum qui a publié ça. Fait que je lis le poème. At this point, language shifts as we read. Percy, brebis, and ontology. For I was not refraining myself about the water needed in beauty, la folle avoine des sens, the floating reliability. No matter the scars, the millennium, at this point, mint lamb, you and me, we all dive into the alphabet to watch electric verbs spinning around dying. Je sais même pas si je le comprends tout. Il y a beaucoup de poésie dans la vie vers laquelle je suis attirée que je comprends pas tout le temps spontanément. Mais je trouve que... Parce que le chapbook, dans le fond, il commence en anglais puis il se termine en français. Puis dans le milieu, il y a plein de poèmes bilingues. Puis c'est comme méta un peu son écriture. Elle reflète sur la manière dont ces deux langues-là se répondent en elle puis sur la page. Ça m'inspire beaucoup, sa manière de jouer avec les deux langues qu'elle parle puis dans lesquelles elle écrit. Puis j'essaie d'avoir cette approche-là par rapport à ma propre pratique d'écriture. Mais revenons à la question de la préservation de la langue, puis la panique autour de le français va disparaître, et comment ça s'est rattaché à un focus, j'allais dire maladif, je vais dire maladif, sur la qualité de la langue. Donc, rejet des anglicismes, faut faire attention à nos participes passés, nos tournures de phrases, les si n'aiment pas les raies. Et, il y a des mots qui n'existent pas. C'est ça. Et là, je vais plugger le travail de Anne-Marie Baudouin-Bégin, qui est l'insolente linguiste, qui a publié une capsule sur YouTube l'an dernier sur l'insécurité linguistique. Puis, je vous mets ça dans les notes. Prenez 20 minutes de votre journée pour aller regarder ça. C'est fascinant. Et dans cette capsule-là, l'insolente linguiste parle d'abord du français comme une langue très rigide. Ça part de la Révolution française, puis que suivant l'instauration d'un programme d'éducation publique en France, ben il a fallu comme normer le français. Et il y avait beaucoup de dialectes, d'autres langues qui étaient parlées en France. Puis là, il y a eu une décision politique d'instaurer le français normé partout. Puis c'est là qu'apparaissent beaucoup d'ouvrages de référence et comme une surveillance, en fait. Là. C'est un rejet des dialectes, des régionalismes et tout. Fait que déjà, le français, c'est une langue assez conservatrice. Et là, tu rajoutes par-dessus ça, au Québec, suivant l'acte d'union et le fameux rapport Durham qui note explicitement que les francophones, ben les Canadiens français devraient être assimilés. La réponse de l'élite au Québec, ben au Bas-Canada, en fait, c'est que
ils se sont retournés vers la France en disant, bon, ben si on est seul à se défendre contre l'envahisseur britannique, on n'y arrivera jamais. Si on se reconnecte à la France, ben on a plus de chances d'être préservé. Et les premiers ouvrages correctifs du français au Québec, en fait, le premier, elle dit que c'est arrivé en 1841, donc vraiment là, l'année après le rapport Durand. Et là, les anglicismes et les, si on veut, les archaïsmes, là, en tout cas, qui étaient parlés au Québec à ce moment-là, sont comme pour la première fois rejetés dans un ouvrage de référence en disant ce n'est pas du français, c'est pas correct, c'est pas d'usage en France, donc vous ne pouvez pas utiliser ce mot. Et puis, ça fait à peu près 200 ans qu'on est pris avec ça au Québec, que pour lutter contre l'assimilation des francophones au reste du Canada, ben il faut absolument parler un français normatif. Et puis, contrairement à d'autres langues dans le monde où les ouvrages de référence sont calqués sur l'usage, fait qu'ils décrivent l'usage, en français, on a l'approche contraire. C'est qu'on a des ouvrages de référence qui sont prescriptifs. Et puis, c'est là qu'on se retrouve avec des aberrations comme « tu ne peux pas dire ça, ce mot-là n'existe pas ». Mais il existe, hostie, je le dis, tu sais? Ouais. Voilà, fait que c'est un résumé rapide de sa chronique, mais l'insécurité linguistique au Québec part de ça. C'est que on se répète cette idée qu'on parle mal et on est sans cesse insécure par rapport à la langue qu'on parle et on se doit de sans cesse questionner notre français puis toujours chercher à l'améliorer parce que sinon, les Anglais vont nous manger. Oui. Tu sais? C'est exactement ça. Puis j'ai envie d'ajouter comme sur les ouvrages de référence, c'est que on a vraiment beaucoup d'ouvrages de référence qui sont bâtis en France. Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, si je pense aux 2 dictionnaires qui nous ont suivis tout le long de notre de notre parcours scolaire, c'est le Larousse puis le Robert. Ben, le Larousse puis le Robert, c'est des ouvrages français. Fait que c'est sûr que comme ils ont un point de vue de français, fait qu'ils vont justement là, sortir des affaires comme de dire comment ça, c'est un mot vieilli qui se dit plus, tu sais, comme l'insolente linguiste donne l'exemple du mot menterie, là, de dire comme le mot menterie, c'est, tu sais, on dit ça dans le langage courant au Québec, mais comme ils disent « Ah non, ça existe pas ce mot-là ». Ben voyons, ça existe pas comme un instant, là, comme... Puis ça amène l'aspect aussi régional. Moi, une chose qui m'a frappée pendant mon bac en enseignement du français, c'est qu'à un moment donné, selon certaines personnes, dont des personnes qui sont justement comme des profs de français ou comme des élites, mettons, du français, on considère que des accents régionaux se retrouvent à être du mauvais français et ce, même s'ils sont grammaticalement corrects. Dans le sens que comme si quelqu'un prononce les choses différemment parce que a grandi en Gaspésie ou au nord de l'Ontario ou, tu sais, a une manière de parler qui est différente, tu peux regarder comme, tu sais, tu peux analyser ce qu'ils disent puis voir que c'est grammaticalement correct, mais on va considérer qu'ils parlent moins bien le français, puis c'est sûr que ces personnes-là peuvent être amenées à vivre plus d'insécurité linguistique aussi parce que leur français n'est pas considéré comme bien, parce qu'on vise comme une espèce de français international qui n'existe pas finalement, là. Fait que c'est un peu... Puis c'est des accents aussi qui sont pas représentés généralement. Ce qu'on entend à la télé, c'est des gens de Montréal qui parlent un français. Tu sais, on parle des fois du français, même du français radio-canadien, là, tu sais, fait comme un français qui tend vers l'international, qui reste pas le français de France, mais puis en même temps, c'est comme au contraire, moi, je trouve que ça amène de la couleur, là, tu sais, de pas prononcer les choses ou même les expressions. Là, j'ai parlé de mon amour pour les régionalismes puis les mots, comme à quel point ça me rend heureuse d'entendre des mots qu'on dit en Outaouais, mais pas nécessairement ailleurs. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est un peu spécial, puis ça... Je trouve que ça vient comme clore le débat, dans le sens que, comme, tu sais, si tu dis « Ah non, mais toi, tu parles mal, tu sais, ta manière que tu as toujours appris, la manière dont tes parents, tes grands-parents parlent, c'est pas la bonne manière de parler le français. » C'est pas comme ça qu'on va aller de l'avant puis vouloir continuer à parler français souvent, là où on va trouver juste qu'on parle mal, là.
Puis un autre des aspects qu'on voulait vraiment nommer dans la qualité du français, c'est qu'on oublie souvent aussi qu'il y a un aspect très classiste puis capacitiste à la bonne maîtrise du français. Puis souvent, on voit ça aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on utilise beaucoup la langue écrite pour communiquer. C'est comme si la langue écrite a fait un retour en force avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Puis souvent, il y a des gens qui vont utiliser l'argument, ben, tu sais, avant de me dire ton opinion, va apprendre à Ouais. écrire ou comme, tu sais, de renoter les erreurs grammaticales, mettons, dans une phrase plutôt que de lire l'argument comme tel. Puis je sais que l'insolente linguiste, on en a déjà parlé aussi, puis plein d'autres personnes aussi, mais il faut se rappeler qu'il y a un aspect comme d'accès à l'éducation. Là, tu sais, il y a des personnes, notamment des personnes d'un certain âge qui ont dû quitter l'école vraiment tôt pour plein de raisons, tu sais, des personnes plus âgées qui n'ont pas pu aller à l'école très longtemps, fait que c'est sûr que la maîtrise de la langue écrite n'est pas nécessairement là. Puis il y a aussi tout un pan de difficultés d'apprentissage qui peuvent être là. Ouais, parce que, regarde, tu prends juste par exemple le fameux ADHD, là, comme le trouble Oh de oui, déficit de l'attention, qui est beaucoup diagnostiqué aujourd'hui, mais c'est nouveau, là. Fait que combien de personnes ben auraient oui. pu recevoir un tel diagnostic dans les années 60, 70, qui l'ont pas eu, mais ils en souffrent pas moins, là? C'est ça, tu sais, des personnes qui ont soit obtenu leur diplôme d'études secondaires ou pas, mais qui sont analphabètes à un certain niveau, qui peuvent être analphabètes fonctionnels, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas s'exprimer là, sur les réseaux sociaux, tu sais. Mhm. C'est ça, il y a des enjeux comme individuels à la difficulté d'apprendre à écrire, qui peuvent être justement des difficultés d'apprentissage, mais beaucoup aussi en lien avec la classe sociale parce que, bon, ça c'est ma déformation professionnelle, mais le nombre de fois que j'ai entendu parler puis qu'on entend parler du décrochage scolaire des garçons, puis des difficultés en réussite scolaire, alors que le vrai indicateur, là, si on regarde gars-filles, il n'y a pas tant que ça de différence, mais si on regarde avec la classe sociale, ben c'est là qu'on voit des difficultés. Hmm. Fait que de juste dire comme, ah ben là, tu sais, ils ont juste à se forcer, oui, mais ça se peut là que dans des familles qui vivent de la pauvreté, qui vivent des problèmes, tu sais, ils ont moins d'accompagnement, ils peuvent pas aller au privé s'il y a des problèmes, ils peuvent pas, moins d'accompagnement dans les devoirs, moins d'accès tu sais, à des livres, à des outils culturels, tu sais, il y a plein d'enjeux. Puis là, en plus, si en plus on leur fait se sentir mal en disant vous parlez mal, puis à cause de vous, le français va disparaître, à un moment donné, c'est de Mhm. leur donner beaucoup de poids à ses épaules pour quelque chose qui pourrait être réglé en partie collectivement dans un meilleur accès à l'éducation, Mhm. un meilleur soutien là, pour ces personnes-là. Là. Puis, tu sais, malgré tous les privilèges que je porte, ça m'affecte, moi aussi, ce poids-là qu'on voudrait me tendre de comme l'avenir du français repose sur tes épaules. Ça fait pas longtemps que je me suis comme consciemment défait de ça, puis j'ai dit, ben, c'est les institutions, puis c'est les choix politiques qu'on fait qui vont... Puis c'est la vigueur de notre vie culturelle aussi qui va faire en sorte Mhm. que la culture francophone va être préservée au Québec. C'est pas le fait que j'utilise des mots en anglais dans mon quotidien, là, ça a comme pas rapport. Puis, je vais revenir sur ça fait partie de la panique morale, mais c'est comme un cas, tu sais, à chaque 3 ans, là, c'est comme la cause se trouve un bouc émissaire. Puis, v'là une couple Mhm. d'années, c'était le groupe Les Dead Obies. Parce que là, ils font du rap en supposé franglais. Puis là, ben, les Dead Obies sonnent le glas de la survie du français au Québec. Puis j'ai trouvé Ah. un post qui a été écrit par un autre linguiste, je crois, qui s'appelle Benoît Melançon. Il y a un blog qui s'appelle L'Oreille tendue. Puis lui, il faisait l'argument que les Dead Obies, c'est même pas tant du franglais qu'ils font, mais que ce groupe-là, puis d'autres groupes de rap keb, c'est du code switching qu'ils font. Ils utilisent le terme en français l'alternance codique. Vous êtes sans doute familier avec le code switching dans un contexte de parler de race, peut-être, en anglais, là. Mhm. Mais c'est ça, c'est que juste, c'est...
on est dans un registre linguistique différent pour aborder comme certaines réalités, puis c'est de la créativité langagière, ni plus ni moins. Mhm. Puis je remarque que cette même créativité ou cette même liberté langagière, je la retrouve beaucoup chez des immigrants de deuxième génération. Par exemple, il y a 3 podcasts québécois auxquels moi j'ai été exposée dernièrement qui ont des titres en anglais puis qui font des épisodes bilingues souvent. Fait que t'as Black Girls from Laval, t'as Where We At, puis t'as Woke or Whatever. Puis ces 3 podcasts-là qui sont leadés par des femmes noires et racisées, ils switchent d'une langue à l'autre sans comme que ça devienne un problème, tu sais. Ils Mhm. s'expriment de manière authentique à elles-mêmes puis à leur parcours. Puis, tu sais, en préparant l'épisode, Catherine et moi, on se faisait la réflexion que, tu sais, c'est aussi un résultat, ça, du fait que en français, on a tellement de misère à parler de race. Mhm. Où est-ce qu'on va chercher nos concepts? On va les chercher en anglais. Fait que des fois, quand t'abordes ces idées-là, ben les mots que tu utilises, les tournures de phrases, elles sortent en anglais. Puis tu rajoutes en plus que à la télé québécoise, sont où les personnes racisées? Tu sais, c'est comme ils commencent à peine à y en avoir dans des rôles importants. Fait que, tu sais, c'est comme quand tu te sens rejeté parce que tu te vois pas dans les médias puis dans les productions culturelles, mais ça se peut aussi que ton réflexe, ça soit comme, ben fuck up, puis je vais aller regarder comme Fresh Prince of Bel-Air pour donner un exemple de comme ma jeunesse, mais tu sais, c'est ça, là, Normand Brathwaite dans Chez Denise, on en revient en crise, là. Oui. Mais c'est ça, c'est comme, je trouve que dans cette discussion-là, on est beaucoup dans comme l'œuf ou la poule, dans le sens que comme, ben, en tout cas, tu sais, c'est amené à changer, là, mais si lentement. On présente pas la diversité culturelle à l'écran, puis après ça, on chiale que les jeunes qui sont pas blancs, ben, ils écoutent pas la télé québécoise. T'es comme, Hmm. tu me niaises-tu, là? Comme, eux, mais ils sont pas là, tu sais. Ou c'est pas vrai que si tu mets un personnage par 3 téléromans qui est racisé, c'est pas vrai que tu viens de régler le problème, là, je suis désolée. Puis, tu sais, ça prend de la diversité dans tous les espaces de création à la télé, notamment. Puis c'est ça, pour raconter des histoires qui sont hautes, puis qui sont pas juste des histoires qui se passent à Mont-Saint-Hilaire, puis Mhm. à Saint-Lambert, là, comme pour en revenir. Donc, tous les téléromans de TVA. Exactement. Radio-Canada aussi. Ah ouais. Radio-Canada donne pas sa place. Oui, oui. Mais tout passe, tu sais, selon moi, la préservation de la langue se passe par comme le fait que les gens la parlent, continuent à la parler, puis se la réapproprient. Puis, Mhm. t'as mentionné l'exemple du rap keb. Puis moi, c'est quelque chose, je trouve ça tellement fascinant puis réjouissant que les jeunes d'aujourd'hui écoutent du rap keb, parce que je me dis, puis là, je sonne vraiment ma tante, là. C'est clair! Les jeunes aiment le rap keb, c'est correct, mais non, mais dans le sens que comme, ils se sont réappropriés le mot, puis du rap keb, c'est souvent en français, tu sais, c'est pas exclusivement en français, mais c'est très souvent en français, puis je suis comme, tu sais, il voulait, tu sais, dans le fond, c'est une façon plus cool de parler de ça, puis c'est parfait, comme c'est merveilleux, puis que je voyais pas un prof de français ou une prof de français aller leur taper ses doigts que keb, c'est pas le bon mot, puis qu'il faut pas dire ça, allez chier, Mhm. Mhm. comme laissez-les faire, comme ils aiment ça, ils écoutent du rap en français, c'est juste parfait, là. Bienvenue dans le segment pataugeoire, mais je trouve qu'on n'est pas tant en pataugeoire, on est comme dans la zone entre le creux puis le pas creux, là. On est comme en plein Ouais, dans le on milieu. remonte. On remonte à la surface. On va aller prendre une grande bouffée d'air. Respirons. Gardons notre calme. On n'est pas dans la minute en tabarnak, là, mais j'ai quand même une montée de lait spontanée. Euh, contre la manière dont plusieurs personnes qui parlent français vont s'enorgueillir de à quel point le français, c'est une langue complexe. Ah, c'est une langue riche, c'est une langue, tu sais...
Puis on est donc hot quand on la parle comme elle devrait être parlée, tu sais. Puis ça découle, ça, je pense, on a nommé les ouvrages de référence, mais au-delà de ça, nos institutions, comme au Québec, l'OQLF, comme en France, l'Académie française, où il ne siège aucun linguiste, soit dit en passant. Mais tu sais, aussi le multidictionnaire, tu sais, qui dit que Tuxedo, on peut pas dire ça parce que c'est un anglicisme. À la place, il faut dire smoking. Ah Où est ben la oui, logique? Je ne la ben oui. comprends pas. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on a ce rapport-là comme très chauvin à la complexité de notre langue. Puis en plus, les personnes qui prennent les décisions là, sur comment la langue devrait se parler, qui sont très réfractaires au changement. Ça me gosse. Ça me gosse, Ben cette vraiment. recherche-là de la pureté linguistique, puis aussi du rejet des anglicismes, parce que ça part d'un réflexe qui est soit de l'orgueil ou soit de la peur, j'ai l'impression. Mhm. Ben vraiment, puis tu sais, on se rappelle que à l'épisode précédent, on a parlé comme, tu sais, à quel point il y a tellement de choses qui s'écrivent en anglais, puis il y a des concepts qui sont inventés pour décrire des affaires, puis ces mots-là, ils n'existent pas tout de suite en français souvent. Mm. Puis au lieu de juste nous permettre d'utiliser l'anglicisme, puis de dire, on parlait de l'exemple d'empowerment à l'épisode précédent, tu sais, de juste faire, OK, garde, c'est correct, on l'utilise, ben non, là, tu sais, on capote, puis il faut absolument, c'est comme, la discussion est fermée parce qu'on parle plus de la pureté de la langue qu'on parle du concept en soi. Puis ça, Mm. c'est quelque chose qui m'a toujours gossé, tu sais. Puis reste que si je fais une conférence au complet sur un sujet, puis qu'à un moment donné, je glisse un mot en anglais, quitte à comme l'expliquer en français parce que j'ai pas de mot exact en français pour le traduire, ben ça reste que je parle en français puis je communique en Mhm. français, tu sais. Puis je pense que, tu sais, ben, je sais pas pour toutes les langues, mais tu sais, comme mettons en anglais, ça leur dérange pas d'emprunter des mots de d'autres langues, puis de les Mhm. utiliser, puis ça fait juste enrichir, puis créer des mots, puis tu sais, faudrait pas capoter, là, tu sais, sur... C'est ça. Faut être capable de traduire les choses pour qu'on puisse communiquer, mais faut pas partir à la chasse puis dire, ah ben là, t'as dit un anglicisme dans ton discours, fait que ton discours a pas de bon sens puis je l'écoute pas, là, tu sais, Mm. ça brise la communication puis c'est pas ça le but. Amen! Puis, souvent, tu sais, quand il y a des nouvelles choses, des fois, on va vouloir essayer de trouver des néologismes pour, donc des nouveaux mots pour nommer ces choses-là, tu sais, des choses qui n'existaient pas avant. Fait que c'est sûr là, que la langue, elle évolue puis qu'on ajoute des mots. Je pense à un exemple qui a super bien marché au Québec, qui est le mot courriel Mhm. pour remplacer email, qui est comme super dans l'usage, que ça va super bien. Mais par contre, l'affaire, c'est que pour créer les néologismes, il y a comme soit on regarde qu'est-ce qui va apparaître dans l'usage, puis on en fait état. Tu sais, on dit comme, OK, bon, ben, ce mot-là est passé dans l'usage, tout le monde utilise ça pour désigner telle chose, fait qu'on va le rentrer dans les dictionnaires, par exemple. Mais d'autres fois, on va vouloir imposer. Donc, l'Office québécois de la langue française va comme proposer des traductions. Puis moi, j'ai toujours capoté. Ça, c'était des choses que j'aimais faire quand j'étais au bac en enseignement du français, quand on se mettait à fouiller pour aller trouver des mots qui avaient pas de bon sens. Puis ce que je trouve, en fait, je les trouve charmants dans leur naïveté, c'est de penser que ces mots-là vont rentrer dans l'usage. Mhm. Fait que je t'annonce, Marie-Hélène, et j'annonce à notre auditoire que le mot shower, pour désigner la fête qui peut précéder là, la naissance d'un enfant ou avant un mariage aussi des fois, on peut pas dire ça, évidemment, parce que shower, c'est un anglicisme, donc Faut dire qu'est-ce une que tu... douche. Si seulement! Si seulement! Non, on parle de réception cadeau. Ah, tiens. Fait que là, l'OQLF propose ça, puis on s'attend à ce que ça soit utilisé. Le terme gaminet aussi est plus comme un running Mhm. gag pour remplacer t-shirt. Je sais pas si quelqu'un a déjà utilisé le mot gaminet sérieusement. Euh, un de mes préférés à l'époque du bac qui a changé malheureusement quand j'ai fouillé sur le dictionnaire de l'OQLF, il était plus là, fait que j'étais vraiment déçue. Mais croyez-moi, début des années 2000, on proposait la traduction de pagette, on proposait pas téléavertisseur. Maintenant, ils proposent téléavertisseur, je le mentionne, là, si vous allez vérifier, dites pas que je capote.
mais au lieu de téléavertisseur, on proposait quelque chose comme système de localisation de personnes. Calisse! Parce que, tu sais, c'est ça que les gens vont utiliser comme terme, parce que c'est tellement comme Parce que ça facile sort tout en seul. bouche. Ben oui, un système. Check donc ton système de localisation de personnes. Bon, vous allez me dire, plus personne n'utilise ça, ce mot-là, parce qu'anyway, plus personne n'a ça des pages. À la fin des années 90, mon exemple était très pertinent. Puis un autre, moi, Ah. qui me gosse, c'est selfie. Ben, en fait, c'est ça. Selfie ne Oui. serait pas acceptable. Ce serait un égo-portrait. Hey, Puis tabarnak. l'insolente linguiste, pour la plugger encore, a une capsule à cet effet. Puis comme je surligne et j'applaudis à tout ce qu'elle dit, parce que un égo-portrait, c'est un mot qui a été inventé par un chroniqueur du Devoir, qu'on ne mentionnera pas, mais qui, dans le fond, cherchait à trouver une traduction, du mot selfie, mais il voulait parler du selfie comme un acte... Ben, c'est ça, le ego, là, le dit, c'est que pour lui, toutes les jeunes sur Instagram sont donc nombrilistes puis tournés sur eux-mêmes. Et le selfie est un acte égoïste, ben, c'est ça, égocentré. Fait qu'il a créé le mot, non pas pour décrire ce que c'est, mais pour ajouter une couche de jugement de valeur sur les personnes qui font des selfies. Puis il disait dans son texte que, tu sais, selfie vient de selfish. Ben non, tata, selfie vient de self. Comme le Ben oui. soi, genre, tout simplement. Fait que, il est un peu rentré dans l'usage. En tout cas, je le vois surtout dans des... Ouais, moi aussi. ben, c'est plus les médias mainstream là, qui vont utiliser ça. Je connais Mm. personne dans mes amis qui utilise le mot égo-portrait, mais c'est ça, là, c'est que systématiquement, il fallait à la fois se méfier du fait que c'était un terme anglais, mais aussi même de l'acte comme tel, tu sais. Puis c'est ça, Oui. le sous-texte, c'est que les jeunes sont responsables de la chute du français. Puis c'est tout le temps les jeunes, hein? Faut bien s'en rappeler. Ben oui, puis c'est une génération narcissique, tu Oui, sais. c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Oui, puis ce que je trouve quand même hallucinant, c'est que, comme dans ce cas-là, quand on parle de selfie, mais c'est pas comme si le mot existait pas en français. Le mot autoportrait, qui décrit Mhm. exactement ça, existait déjà. OK, la technique pour prendre un autoportrait a beaucoup évolué dans les dernières années et j'ai envie de dire c'est démocratisé, mais genre ça existait depuis, tu sais, ça Mhm. existe depuis super longtemps des autoportraits, fait qu'à un moment donné, t'es comme calme-toi le petit nerf. Mhm. Pis c'est ça, puis comme tu disais, tu sais, il est quand même Ego Portrait est quand même assez rentré dans l'usage, sauf qu'en même temps, j'ai jamais vu un texte qui utilisait le mot Ego Portrait puis qui dépeignait pas C'est la ça, panique morale autour des exact. selfies justement, tu sais, c'est tout le temps ça, comme tu peux pas utiliser Ego Portrait puis être positif par rapport à ça Mhm. existe juste pas. Comme puis aussi ben c'est pas étranger, c'est parce que justement c'est un mot super connoté là, fait que Mhm. mais c'est lourd. Oui, puis parlant de lourdeur, le paquebot là, du bon parler français a de la misère à s'ajuster aux nouvelles réalités sociales, dont les personnes non binaires. Puis Mhm. le pronom yel, là, ça fait rocher beaucoup de gens, même si c'est en train de passer dans l'usage. Il y a pas genre l'Académie française qui a fait une sortie contre l'écriture inclusive aussi dernièrement. C'est comme Ben, il voulait quasiment passer. Ben, je me souviens plus des détails, mais me semble mon souvenir, c'est qu'il voulait passer une loi pour bannir l'écriture inclusive. the T'es comme, fuck. vas-tu te calmer le nerf un peu, là? Comme, on va se calmer. Tu peux décider que tes institutions l'utiliseront pas, là. Tu sais, je compare ça à, mettons, l'orthographe rectifiée, là. Mais Mhm. genre, calme-toi, tu peux pas l'interdire, là. Mhm. C'est déjà là, il va pas retourner dans la boîte, là. Oui. Puis c'est ça, pourquoi est-ce qu'on verrait ça comme une menace plutôt que de voir ça comme une langue vivante qui fait sa job?
Ben, moi, je rappelle que les Français ont encore de la misère avec la féminisation des termes, là. Mmh. Moi, ça me fait tout le temps capoter quand j'écoute, mettons, quelque chose de la France puis qu'ils vont parler comme de madame le sénateur ou madame le Mmh. maire. Je suis comme: «Me niaisez-vous? Comme vous êtes comme carré dans votre tête à ce point-là pour refuser la féminisation des termes alors que sais, on fera pas toute l'histoire de la féminisation de la langue puis de l'écriture inclusive ou épicène puis tout ça, mais comme je veux dire, ça existait avant, là, comme des termes comme poétesse ou comme, tu sais, le fameux autrice, ben, autrice, ça existait avant, c'est juste qu'à un moment donné, l'Académie française a dit non, on peut pas mettre autrice parce que les femmes, ça écrit pas. C'était ça le Et point, tu sais. pourtant, Fait que là, ils tu ont sais dit, ben, et pourtant, tu sais, mais ça a comme pas de bon sens. Mais fait que, tu sais, après ça, je dis pas que c'est pas grave qu'ils acceptent pas, par exemple, les néopronoms, mais je suis pas si surprise que ça. mmh. Là. Puis, tu sais, c'est comme, faut se méfier des jeunes, faut se méfier du monde qu'on n'est pas Mhm. capable de déterminer si c'est des hommes ou des femmes, puis faut se méfier de l'anglais et de l'immigrant. Tu sais, c'est comme Mhm. la culture de la méfiance, là, je trouve qu'il amène Oui. à beaucoup d'hermétisme. Tu sais, Mhm. on parlait de nous, de nos expériences positives, comme d'aller baigner à la fois dans des milieux anglophones, francophones, le mélange qui découle de ça, les échanges, puis comment ça nous stimulait. Puis il y a des personnes à côté de ça qui choisissent de vivre de manière très hermétique. Puis là, je parle pas des personnes qui n'auraient pas accès à apprendre d'autres langues. Je pense des Oui. gens Oui, oui, oui. qui c'est une décision Les politique. réacs, là. Ouais, exact, les réacs. Puis c'est comme une fermeture à l'autre qui nous mène à des trucs tragicomiques comme le l'infameux bonjour ho. Je sais pas quoi dire. Il y a rien à dire, ça a tellement pas de bon sens. Comme j- j'ai vu passer ça, puis là j'étais comme mais c'est une blague, puis là j'ai compris que c'était vrai, puis là c'est comme OK, fait qu'il y a combien de personnes qui ont révisé ça? Il y a combien de gens Mhm. qui ont jamais eu une conversation en anglais pour comme Oui. pas comprendre à quel point ça allait avoir l'air ridicule. C'est comme they're telling on themselves là tellement. Je sais, ça a pas de mots. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant quand c'est sorti, c'est que là, dès que quelqu'un comme... Puis tu sais, évidemment que comme le premier jour de cette campagne-là, il y a des gens qui ont comme dit que ça avait pas d'allure. Puis là, t'avais comme des bloquistes qui essayaient d'expliquer... Non, non, mais on, c'est une blague, on imite le Père Noël. Je suis comme, on avait On compris, avait comme compris, il y ça avait un va. petit Père Noël en dessous du mot, tu Ben sais. oui, ça allait bien, on comprend le contexte, c'est juste que comme, sais-tu ce que ça veut dire? Puis ce que je trouve le plus niaiseux, c'est que quand il y a des exemples en français ou, mettons, des compagnies, euh, soit américaines ou canadiennes, qui vont écrire des Hmm. affaires, puis qui vont faire des mauvaises traductions en français, c'est ça, parce que justement, ils parlent pas le français, ben là, on capote, puis on monte, tu sais, c'est comme les seules fois que ce monde-là critique le capitalisme, on dirait. C'est comme parce qu'ils respectent pas le français, mais je suis comme, mais ça me affaire, là. C'est pas Mhm. mieux dans l'autre sens, là. Ah, puis c'est ça, puis en tout cas, moi je trouve, on baigne dans un monde bilingue, fait qu'il faut juste avoir ce souci-là de faire Mmh. attention de la manière dont les choses vont être lues dans les deux langues, puis ça me Oui. rappelle tu m'avais mentionné comme qu'il y avait une ligne de bus à Gatineau qui s'appelait le Rapibus. Puis on se rappelle que cette ligne-là va du côté ontarien. Fait que c'est pas comme Mhm. si, ben, tu sais, d'une part, c'est pas de dire qu'il y a personne qui parle anglais qui habite à Gatineau, mais c'est qu'en plus, ils vont à Ottawa. Fait que oui, il y a beaucoup d'anglophones, mais à mon grand étonnement, j'ai pas encore vu personne qui s'est offusqué de ça OK. publiquement. Comme, je dis On pas va que aller ça faire existe un pas, mais tour comme sur le patron violeur. Ou le ça a bus violeur. aucun sens! Parce que je me dis, un anglophone qui essaie de prononcer Rapibus, Ouais, ça se passera pas bien, ça se là. passera pas. Ça donne pas le goût de le prendre le soir. Non, c'est ça. Tu débarques, genre. En tout cas, tu sais, le service, là, genre, débarque-moi à ma porte pour pas que Ah oui. je me fasse attaquer. Mais c'est ça, si t'es à bord du Rapey Bus, le danger.
pas nécessairement comme quand tu sors de l'autobus. Oh là là, deux solitudes qu'on disait, hein? Deux Mhm. solitudes. On est déjà en dernière partie de cet épisode-là, puis on a voulu, pour s'amuser un peu, vu qu'on a parlé d'un sujet quand même lourd et des fois un peu frustrant, on voulait s'amuser puis parler des films en version originale puis en version française traduite. Moi, je l'ai mentionné au dernier épisode, puis je pense que t'étais dans mon équipe que on préfère vraiment écouter les films puis les émissions de télé en version originale, comme tu sais, t'as plus accès aux émotions des acteurs, je sais pas, ça a l'air plus vrai, il y a pas d'erreur de synchronicité, bref. Sauf que on est quand même des francophones qui avons grandi comme francophones et qui avons eu accès à beaucoup de films doublés. Fait qu'on a des films que encore aujourd'hui on préfère en version doublée, puis on voulait vous les partager. Fait que je vais commencer avec ma petite liste. Personnellement, de manière générale, les films d'animation, comme les films de Disney, c'est sûr que je veux les écouter en français. Puis d'ailleurs, j'ai envie de chialer puis d'envoyer un message à Disney+. Pour vrai, là, checkez-vous. Des fois, quand il y a des séries traduites en français, là, comme ça arrive qu'un épisode au milieu, il est pas traduit en français. What Comme the fuck? allô, réveillez-vous, là, comme j'ai un enfant qui écoute vos émissions puis qui est très contente, qui comprend rien quand ça switch en néerlandais, mettons. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que les films que j'ai vus quand j'étais jeune, les films de Disney, Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, je veux les voir en français, je veux entendre les chansons en français, ça c'est sûr. Dans mes films d'Halloween préférés, c'est sûr que le film Les Sorcières, je l'ai en DVD, je l'adore en français. Il y a comme la voix du petit garçon qui se fait transformer en souris, qui est tellement réconfortante. C'est comme une voix qui s'est ramassée dans bien des films à cette époque-là. Ça a dû être un enfant traducteur assez prolifique. Pas traducteur, mais doubleur, c'est-à-dire. Le Xavier Dolan de sa cohorte. Clairement. Et le film Hocus Pocus aussi, le film de sorcière qui s'appelle Abracadabra en français. J'aime beaucoup parce que pour vrai, là, les jokes de puceaux, c'est vraiment plus drôle que comme Virgin. C'est comme, Ouais. je sais pas, ça sonne moins bien. Puis mon préféré de tous les préférés, chaque année, j'écoute Home Alone 1 et 2. Maman, j'ai raté Oh my l'avion God. et je suis perdue à New York. Classique des classiques. Il faut l'écouter en français, c'est trop bon, même si des fois je switch parce que j'ai comme envie d'écouter comment Catherine O'Hara elle sonne, là, mais... Oh mon Dieu, j'ai tellement des bouts de Maman, j'ai raté l'avion en français, comme tellement marquant, comme tellement profondément ancré dans mon esprit, comme quand il fait la réservation pour l'hôtel Plaza, Oui. genre, puis il a enregistré sur son tape, puis il est comme « Ici Kevin McAllister, le père, je voudrais réserver une chambre. » Genre ça, puis le bout aussi que son oncle est comme dans la douche, genre... Puis là, il chante une toune, puis genre, je comprends pas la moitié des mots, mais c'est tellement drôle, genre, parce que c'est moi le mec le plus costaud. Avec ma soeur, c'est comme un gros inside, genre. Ah, ce film-là, Puis bon, c'est juste non. merveilleux. Puis toi, Marie-Hélène? Oui, j'en ai moi aussi des prefs. Ben, classique des classiques, obviously, je veux dire, il jouait systématiquement chaque 24 décembre à TVA pendant des années. Un prince à New York. Ouais, quand Sexy chocolat. C'est comme tellement drôle. Le mec qui double Eddie Murphy en français, il est comme amazing. Puis d'ailleurs, shout out à Richardson Zephyr qui, à Big Brother, cette saison, arrêtait pas de faire une genre de voix d'Eddie Murphy et ça me faisait beaucoup rire. Sinon, moi, j'avais Super Écran quand j'étais kid de genre 89 à 92, là. Fait qu'il y a plein de films de cette époque-là que j'ai vus doublés en français, incluant deux que, fouille-moi pourquoi je les ai regardés comme une quarantaine de fois. Un film qui est avec Mel Gibson et Goldie Hawn, qui s'appelle Le Délateur.
que je connais des bouts par cœur. Puis c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le voir en français, entre autres à cause des voix. Tu sais, c'est comme à la fois les expressions qu'ils utilisent puis les voix. Puis un autre film qui s'appelle, en anglais c'est Fried Green Tomatoes, mais c'est Le secret est dans la sauce. Ça aussi, j'ai comme écouté en français plein de fois. Fait que j'ai beaucoup de fondness pour les versions françaises de ces films-là. Puis il y en a d'autres que j'ai écouté autant la version française que la version anglaise, puis ça me dérange pas d'écouter l'une ou l'autre. Il y a entre autres Les 4 filles du Dr. March, la version de 94 avec Winona Ryder, que j'ai beaucoup écouté en français quand j'étais plus jeune, puis que j'ai écouté la version anglaise après, mais tu sais, je retourne à la version française de temps en temps. Puis le film Labyrinthe. Et je précise, pour la version française, le doublage original des années 80, parce que ce qui est tricky avec les doublages, c'est que là, souvent, quand des films sortent, jadis sur DVD, maintenant sur Blu-ray, les producteurs du film vont faire une démarche de remasterisation des bandes-son, de l'image. Fait que quand t'as les bandes originales en anglais, ça va, c'est ce matériel-là dont tu te sers, mais les bandes qui ont servi au doublage ont pas toujours été conservées dans le meilleur état. Fait que si tu veux faire une remasterisation d'une bande-son qui a été mal entreposée ou qui existe juste plus, ils sont tentés parfois de refaire le doublage. Puis dans le cas de Labyrinthe, c'est terrible parce que non seulement ils ont changé les voix, obviously, mais comme, oh mon Dieu, que ça fit plus avec les personnalités des personnages. Puis en plus, ils ont changé le dialogue. Ouais, Puis des fois, le rythme des scènes, en tout cas, c'est comme tellement weird comme expérience. Fait que, à un moment donné, genre, j'ai trouvé la version française originale de Labyrinthe. Puis là, je l'ai sur mon ordinateur, Dieu merci. Fait que je suis contente que ça existe. Ah, mais moi aussi, j'ai vécu tellement de frustration. Je pense que le problème aussi est venu avec soit quand les films sont sortis en DVD ou en Blu-ray, et encore pire avec les services de streaming, parce que là, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de doublages qui se font au Québec et en France. Fait que même si la France, le Québec a la même langue, il y a du doublage beaucoup qui se fait au Québec, ce qui fait que c'est le fun, on a accès à comme, tu sais, ça donne du travail à des acteurs du Québec, ça donne de la langue, des expressions du Québec, même si c'est pas comme en pur québécois, là, on se rappelle tous du film Slapshot, puis de sa version québécoise, mais, tu sais, c'est quand même plus, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que avec le streaming, beaucoup, ou des fois en DVD, on se ramasse avec les versions de la France. Puis des fois, c'est juste un petit peu irritant, puis d'autres fois, t'es juste comme « What the fuck, qu'est-ce qui se passe avec vous, la France? Ça va pas bien, je pense. » Mais Où est Joël Legendre? ben oui, hey, moi, écouter Aladdin sans Joël Legendre, ça me vraiment pas bien. Puis là, comme, ça fait aussi que Disney, c'est les chansons, on veut les chanter, les chansons, puis là, on a même plus les mêmes paroles, là. Tu sais, ce rêve bleu, give me a break, là, comme ça va pas, là. Puis La Petite Sirène aussi, j'ai remarqué, c'est vraiment difficile d'avoir accès aux traductions du Québec sur les chansons. Même que à un moment donné, on s'est ramassé, il y avait une série télé qui s'appelait La Petite Sirène, qui était avec La Petite Sirène, puis le film. Puis le poisson s'appelle pas pareil dans les deux à cause Ah oui, Polochon versus Barboteur. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis des fois, c'est dans les titres même. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai un peu de connaissances là-dessus, là, parce que ça me fascine, en fait. Puis je pense que la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est soit quand j'ai voyagé en France ou comme quand l'Internet est apparu, là. Mais je me rappelle, entre autres, le film Analyze That. Dans le fond, c'est-tu Analyze This ou Analyze That? En tout cas, il y en a un qui est comme le sequel de l'autre, peu importe. Une série de films avec Robert De Niro, qui est un mafieux qui fait une dépression, puis là, il va consulter un psychologue. Bon. En français, au Québec, le film a été traduit, straight pipe, analyse-moi ça. Ça va. Mais la France ont décidé d'appeler le film Mafia Blues. Ah ben oui. Ce qui est fort créatif.
j'applaudis comme... Des points pour la créativité. Oui, c'est ça, absolument. Des points pour la créativité, mais en même temps, c'est peut-être un surplus de créativité qui était pas nécessaire. Mais surtout quand tu fais de la traduction, là. Ben, c'est parce que traduire de l'anglais par de l'anglais, c'est Oui, fucked aussi. up, tu sais. Oui, aussi, c'est vrai. Puis, j'ai trouvé une page Wikipédia avec comme des équivalences, là, un tableau avec les titres originaux, les titres en France, puis les titres au Québec. Il y a beaucoup de films où Québec et France sont sur la même page. Mais j'ai tiré quelques exemples particulièrement jouissifs de différences de traduction. Commençons par les cas les moins pires. Là. Fait en fait, Bugs Life, le film Bugs Life, le film de Pixar, traduit au Québec, Vie de bestiole. Hein? Assez traduction littérale. 1001 pattes en France. Bon, la créativité se fait aller. Je comprends, des bébites, bon. Mais pourquoi se compliquer la vie? Ben oui, hein. 13 ans, bientôt 30. 13 going on 30. Un petit peu... En tout cas, j'ai l'impression qu'on change de sens. En France, ça s'appelle 30 ans, sinon rien. Je la comprends pas. Je la comprends pas, moi non plus. L'attrape-parent, The Parent Trap. À nous 4. D'accord. Puis là, on rentre dans les affaires assez whack, OK? Fait que Bring It On, Le tout pour le tout, un des films préférés de Karine Mirgiani, qu'on salue, en France, s'appelle American Girls. C'est parce que tant qu'à traduire, entre guillemets, un titre pour le traduire en anglais, il pourrait garder le titre. Je comprends pas pourquoi il garde pas le titre original rendu là. Ben, c'est ça, Bring It On, mais c'est parce qu'il y a aucun Français qui comprend ce que ça veut dire Bring It On. Fait qu'ils prennent de l'anglais comme quote-unquote complexe, puis là, ils traduisent par de l'anglais fucking de base, genre. Puis là, j'ai comme une série, là, qui sont toutes dans la même veine. Fait que National Lampoon Van Wilder, fait que Van Wilder au Québec. American Party. Ah ben American Party, comme on est dans la même veine. Puis Can't Hardly Wait, que je sais pas c'est quoi en français au Québec. Là, je pense que c'était comme le même titre, mais Big Party. En tout cas, fait que là, t'as le American puis le Party, là, font du temps double. Là, parce que c'est comme les seuls mots que les Français comprennent. Mon préf, Silver Linings Playbook. OK, le film avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. En France, Happiness Therapy. Ah, mon Dieu. Et on finit avec le meilleur. Ça aurait pu être un cas de Bonjour Ho-ish. En fait, c'est le film américain Honey, I Shrunk the Kids, qui s'appelle au Québec, évidemment, Chérie, j'ai réduit les enfants. Ben oui. Un film qui a été doublé en France, mais qui a un titre au Québec et en France qui s'appelle Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ça aurait pas pu passer pour ici, lesquelles là. ça aurait pas passé. Ça aurait pas passé. Oh mon Dieu. Fait que ça, on comprend la différence quand même. Oh là là. Je sais pas quoi dire. Écoute, là... Mais peut-être que c'est un Français, finalement, qui a composé le Bonjour haut. Rendu là. On est rendu au moment du check-out. Comment tu feels, Catherine? Écoute, je feel amazing. Non, mais pour vrai, je pense que cet épisode-là m'a permis d'exorciser mes traumas d'ancienne étudiante en enseignement du français. Je file mieux avec mon petit franglais et c'est ça. Contente de l'entendre. Toi, Marie-Hélène, comment ça va? Ben, ça va bien, et malgré la lourdeur du sujet, je trouve qu'on s'est bien amusé. Non, pour vrai, ça a été un super chouette enregistrement. Et vous, à la maison, qui nous écoutez, si vous avez aimé cet épisode, ben, on vous suggère / demande
de l'envoyer à une personne de votre entourage qui pourrait aimer ce qu'elle entend. Par exemple, quelqu'un qui tripe sur le doublage en français de Home Alone. Vous pouvez partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de nous taguer si vous le faites. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. Oui, puis le partage sur les réseaux sociaux, c'est une super belle manière de nous soutenir. D'autres façons de le faire qui sont gratuites, c'est de simplement vous abonner à notre feed sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi soumettre un avis, nous mettre des étoiles. Et une autre façon de nous soutenir, c'est par une contribution financière. Donc, pour avoir toutes les infos sur comment faire ça, rendez-vous sur notre page web entredeuxeaux.pinecast.co. Et on va se retrouver dans un prochain épisode dans 2 semaines. On va parler du syndrome de l'imposteur. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, nous, malheureusement, oui. Mm-hmm. Fait qu'on va faire une petite séance de thérapie avec vous dans le prochain épisode. Ah, c'est merveilleux. On processe nos traumas, on grandit. C'est bien beau. Bon, ciao tout le monde! Bye! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Diodiaké, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.